Ali, économiste, écrivain, président de Positive Planète. On sera avec vous donc dans quelques instants pour un large entretien, mais avant cela, on fait... Monsieur, merci d'être en direct avec nous sur CNews. Je rappelle évidemment que vous êtes économiste, écrivain, président de Positive Planète. Jacques Attali, le 12 mars dernier, vous avez lancé un appel sur Twitter. On va le revoir ensemble, on va le lire ensemble d'ailleurs. Rien ne serait plus désastreux que des demi-mesures. Agir vite, massivement, réduire toute occasion de contagion, se mettre en économie de guerre, produire des respirateurs et des masques comme on aurait produit des avions et des obus, imposer une hygiène absolue. Ce tweet, vous l'avez écrit le 12 mars dernier. Vous aviez peut-être vu avant tout le monde les problématiques qui nous attendaient. Le gouvernement, aujourd'hui, selon vous, en a-t-il pris la mesure? Non, absolument pas. Pas autant, en tout cas, qu'il serait nécessaire, mais c'est pas spécialement le cas de la France. D'une façon générale, je fais partie de ceux qui, depuis longtemps, ont malheureusement vu le risque de cette pandémie. J'en ai parlé il y a 10 ans. Début mars, il n'était pas difficile de voir qu'il fallait se mettre en économie de guerre. Économie de guerre, ça veut dire vraiment une mobilisation générale, une réquisition des entreprises pour faire en sorte qu'elles produisent des masques, des respirateurs, des moyens de test. Pas demander poliment aux entreprises de le faire, non, les réquisitionner, la mettre comme condition même des aides qu'on peut leur apporter, mobiliser tout le pays pour trouver des solutions innovantes, pas compter seulement sur les extraordinaires bonnes volontés qui se manifestent. Moralité aujourd'hui, mais ce n'est pas spécialement le cas de la France. On se trouve dans une situation où on n'a pas assez de masques, loin de là. On n'a pas assez de respirateurs, non pas pour la France, parce qu'il semblerait qu'on en ait assez, heureusement pour la France, mais il y a un marché mondial gigantesque. Et si la France en produit, malheureusement, il y a des besoins dans le monde entier, en particulier en Afrique, qu'il va falloir satisfaire. Pas assez d'équipements de tests de toute nature. Et on n'a pas créé les conditions de cette réorganisation, de cette réorientation vers ce que j'appelle l'économie de la vie. Ce n'est pas seulement nécessaire pour traiter l'urgence, c'est nécessaire dans le long terme. Parce que là, on parle de sujets médicaux, et je ne vais pas m'y aventurer parce que ce n'est pas mon domaine. Mais cette économie de guerre va être nécessaire pour créer les conditions de sortir, et c'est tout à fait possible, de la crise qui commence. Aujourd'hui, on a une sorte de sidération, confinement, tout le monde, les gens, certains magnifiques travaillent, d'autres travaillent en distance, donc c'est une situation relativement, pour ceux qui sont bien confinés, confortable. Pour beaucoup de monde, c'est pas du tout confortable, il y a même beaucoup de misère qui se développe. La Fondation Positive Planète, ils travaillent comme beaucoup d'autres dans les quartiers. Mais bien au-delà de cette situation très particulière d'aujourd'hui, nous avons devant nous une immense crise économique, sociale, financière, qui est devant nous. Et si on n'est pas mobilisé en économie de guerre pour faire en sorte de créer les conditions de ce que l'action de l'État, l'action des entreprises soit vraiment poussée au maximum pour produire ce que j'appelle l'économie de la vie, c'est-à-dire tous les secteurs qui vont être majeurs demain, c'est-à-dire la santé, l'éducation, le numérique, l'hygiène, l'énergie propre et un certain nombre d'autres secteurs sur lesquels on pourra revenir, nous allons traverser une crise épouvantable et l'État ne pourra pas payer les salaires pendant 2 ans à tout le monde. Ce que vous dites, Jacques Attali, ce que vous dites, ça signifie que, selon vous, le président de la République, Emmanuel Macron, n'a pas été à la hauteur de la gestion de cette crise? Non, ne me mettez pas dans cette situation, je ne veux pas polémiquer avec le gouvernement ni quoi que ce soit, je ne veux pas entrer dans cette conversation, elle ne m'intéresse pas. Le gouvernement fait ce qu'il peut, il le fait bien, j'ai eu l'occasion de parler avec ses représentants le plus possible, et ce que je vous dis, je leur dis, et en aucune façon que mes propos soient interprétés comme critique du gouvernement ni du président de la République. Je dis que de façon globale, à l'échelle du monde, il n'y a pas aujourd'hui une prise de conscience de la gravité de la crise. C'est pareil en Angleterre, en Grande-Bretagne, c'est pas beaucoup mieux, contrairement à ce qu'on prétend, en Allemagne. Seulement l'Allemagne, ayant moins de dettes que nous, a plus de facilité de gérer. Donc ne me mettez pas en situation de dire ce que je n'ai pas dit. Je n'attaque pas et je ne critique pas l'attitude des autorités françaises. Je dis que globalement, dans la société française comme dans la société européenne, on le voit avec l'absence de décision au Conseil européen récent, on n'a pas pris conscience de la nécessité de passer à une économie de guerre dont j'appelais la mise en place, en effet, il y a presque un mois, plus d'un mois et demi. C'est entendu, Jacques Attali. Une question de Loïc Signor du service politique de CNews. Oui, bonsoir Jacques Attali. Vous appelez à une économie de guerre, à une économie qui s'axerait sur les secteurs clés de la vie, les secteurs du quotidien. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec la commission que vous présidiez en 2007, en 2008, cette commission Attali à laquelle participait aussi un certain Emmanuel Macron? Le président de la République dit qu'il faut se réinventer, lui le premier. Est-ce que toute la classe politique, mais également économique, doit se réinventer après cette crise, et vous le premier?
je suis tout à fait prêt à me réinventer et je le fais avec plaisir et je le fais tous les jours parce qu'on a toujours beaucoup à apprendre. Maintenant, si vous voulez bien regarder le rapport de cette commission, c'est un rapport extrêmement dirigiste, contrairement aux fantasmes qu'on a fait circuler. Nous appelions au développement des secteurs clés du numérique, de l'économie de la santé, et on expliquait longuement que la santé était un facteur clé du développement économique, de l'éducation, du digital. Donc je n'ai rien à regretter sur ce qui était dit dans ce rapport, même si 10 ans plus tard, il n'est plus d'actualité. Je regrette simplement que tout ce qu'on avait recommandé en matière de renforcement de la puissance étatique, du service public et de la puissance étatique dans ce rapport n'ait pas été mis en œuvre lorsqu'il avait été publié. Jacques Attali, dans 48 heures, mardi, les Français connaîtront l'architecture, du moins du plan de déconfinement du 11 mai. Il sera soumis au vote des députés. La pression n'a jamais été aussi forte sur les épaules du Premier ministre. Qu'attendez-vous personnellement de cette présentation ? J'attendrai un discours de mobilisation d'une économie de guerre profonde dans lequel les entreprises soit mis au service clairement d'un projet de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'économie de la vie, dans lequel on donne clairement des priorités, je les rappelle, santé, éducation, alimentation, agriculture, hygiène, énergie propre, sécurité, digitale, recherche, innovation. Et les secteurs de l'information et de la culture en font partie. C'est sur tout cela qu'il faut se mobiliser. On ne pourra pas dire qu'on produit assez de masques, ce n'est pas vrai, il faut en produire beaucoup plus, pour ça il faut mobiliser. On ne peut pas dire qu'on produit assez de tests, ce n'est pas vrai, il faut se mobiliser davantage. Donc pour moi, le plan de déconfinement, je fais confiance aux autorités publiques et qui résonne avec les autorités sanitaires et je ne veux pas m'en mêler, mais déconfiner sans test et sans masque, c'est très difficile à comprendre. En termes de pour moi, allez-y. Et pour moi, la clé aujourd'hui, c'est de mettre, et je vais répéter ça pour la 3e fois, l'économie en situation d'économie de guerre, c'est-à-dire non pas une économie fermée, mais une économie qui soit entièrement mobilisée pour trouver des solutions innovantes pour tout, depuis l'ouverture des magasins, l'utilisation du digital, la réouverture des activités artistiques, la fabrication de masques de haut niveau. Tout cela est possible, mais il ne faut pas pour cela donner de l'argent aux entreprises pour se maintenir en état sans rien faire. Il faut dire, pour être clair, Renault par exemple, ou d'autres doivent produire massivement des masques. Enfin, des gens qui sont capables de produire des voitures à la chaîne devraient être capables de produire des masques. Et quand je l'ai écrit il y a 9 semaines, ou 8 semaines, ou 7 semaines, je ne sais plus, 8 semaines, c'était à ce moment-là qu'il fallait commencer. On n'en serait pas là aujourd'hui. C'est vrai dans beaucoup d'autres secteurs, beaucoup d'autres entreprises qui, pour certaines d'entre elles, le font soit à dose homéopathique, peut-être symbolique, peut-être un peu comme on dit du greenwashing, ils font du life washing, si on peut improviser cette expression. C'est-à-dire, ils font semblant d'eux pour avoir une bonne image. Mais ça paraît tellement évident ce que vous nous dites, Jacques Attali, que quand on vous écoute, on se demande mais pourquoi toutes ces décisions n'ont pas été prises, ne serait-ce que chez nous, en France, au moment où il fallait les prendre, à savoir, il y a de ça presque 2 mois maintenant. Vous êtes toujours en train d'être mettre en situation d'avoir à dire du mal des autorités publiques. Je ne l'ai pas fait depuis le début, je ne le ferai pas. Je dis ce qu'il faut faire et je ne critique pas ceux qui le font ou qui ne le font pas. Je dis simplement ce qu'il faut faire et il n'est pas trop tard pour le faire, loin de là. La mobilisation de l'économie de guerre est nécessaire, elle est possible. Elle suppose en Europe et aux États-Unis un sens du tragique, un sens du projet, un sens de l'aventure, de l'envie, une volonté de réussir qui ne soit pas simplement de revenir à la situation antérieure. On ne reviendra pas au monde d'avant. On ne reviendra pas au monde d'avant. Et il ne faut pas revenir au monde d'avant. Parce qu'il faut prendre conscience que cette pandémie, elle est là, elle peut disparaître, et j'espère le plus vite possible. Mais il y en aura d'autres. Il y a d'autres sujets du même genre, comme les enjeux climatiques qui sont de même nature, parce que ce sont des dangers de long terme qui nous menacent. Je me permets de rappeler qu'il y a 10 ans, j'avais dit qu'une pandémie de ce genre était possible, je n'étais pas le seul. Et s'il y a 10 ans, on avait pris les mesures nécessaires, on n'en serait pas là. Ni en termes de masques, ni en termes de respirateurs, ni en termes de préparation intellectuelle à la pandémie, ce que les pays d'Asie font davantage, parce que les pays d'Asie ont plus d'expérience et d'habitude tragique de ce genre de pandémie. Il y a une chose qui m'interpelle, Jacques Attali, c'est que vous nous dites on ne reviendra pas au monde d'avant, mais j'ai surtout l'impression que aujourd'hui la priorité c'est la survie de notre économie, de nos États, que les vœux pieux vont passer au second plan, puisqu'aujourd'hui tout ce que l'on fait c'est de vouloir maintenir et faire perdurer le système que nous connaissons.
eh bien la survie n'est pas la vie. L'économie de la vie, c'est pas l'économie de la survie. Et si on ne fait que tenter de survivre, on va mourir. Si on fait tenter que de survivre, on va mourir. Si on ne laisse que des entreprises en état de situation de survie artificielle, en leur donnant de l'argent pour rien faire de plus que ce qu'elles faisaient avant, on ne va pas survivre. Parce que l'État ne pourra pas s'endetter à 150, 200, 300%. Donc ces entreprises doivent changer. Donc ce n'est pas en pensant simplement maintenir l'existant qu'on survivra. Si on pense qu'à maintenir l'existant et à dire attendons, la crise va passer, donc il suffit d'attendre et de tenir bon jusqu'à ce que ça passe. Non, ça suffira pas. Même si par un miracle d'été, la pandémie disparaît, ou par un miracle, un vaccin, un médicament apparaît, ça ne suffira pas. La crise est déjà là. On a moins 10% du PIB. L'année prochaine, si on fait plus 5 par rapport à moins 10, ça fait plus 4, parce que c'est 5 de 90. Donc on aura perdu en tout 15% du PIB en 2 ans. C'est gigantesque. Même si la pandémie s'arrête maintenant, on a perdu 15% du PIB de la nation. Donc les conséquences en termes sociaux, de richesse, d'emploi, d'entreprise, d'épargne sont gigantesques. Et si on ne se mobilise pas pour véritablement relancer avec un projet de société qui soit celui que je viens de dire, ou un autre, moi je pense que c'est celui-là, eh bien nous ne ferons que descendre la pente dans une avalanche qui grandira. Jacques Attali, à quoi selon vous doit ressembler le jour d'après politique? Est-ce qu'il faut, comme l'appellent certains de leurs vœux, une sorte de gouvernement d'union nationale, un conseil national de la résistance d'après-crise de Covid-19, ou est-ce que vous pensez à l'inverse que ce serait la porte ouverte au populisme pour la prochaine élection présidentielle? D'abord, je ne sais pas ce que vous appelez le jour d'après, il n'y a pas de jour d'après, puisque vous prenez l'exemple de la guerre, est-ce qu'en 1941 on parlait du gros jour d'après pour parler de novembre 1942? Non. On parle du monde d'après alors. Le monde d'après, c'est le monde d'après-guerre. Donc pour ça, c'est vrai que pendant la guerre, on a fait un conseil de résistance qui a préparé le monde d'après la guerre. C'est ça qu'il faut faire maintenant, tout de suite. Et le préparer en même temps. Et quand on prend l'exemple britannique, qui est quand même plus, si je peux me permettre, plus honorable que celui de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, eux, ils ont mis en place tous les instruments du monde d'après pendant la guerre. La sécurité sociale, les grands droits du travail, tout ça n'a pas attendu la fin de la guerre pour être mis en place. C'est tout de suite qu'il faut le faire. Il n'y a pas de monde d'après, il y a le monde de maintenant pour préparer l'après. Mais elle vient comment cette prise de conscience, Jacques Attali? Parce que vous appelez notamment à une mobilisation générale mondiale face aux très profondes autres crises. Mais quand une mobilisation nationale, ne serait-ce que chez nous, est déjà difficile à obtenir, c'est vrai que ça peut paraître, avec un peu de recul, un peu illusoire d'imaginer ce monde dont vous parlez. C'est un peu illusoire si les médias comme le vôtre passent trop de temps à regarder ce qui va se passer dans 10 minutes ou demain matin, ou même après-demain, ou même le 11 mai. Il ne s'occupe pas de ce qui se passera le 11 mai de l'année prochaine. Mais les Français regardent ce qui se passe demain matin, monsieur Attali, et peut-être pas ce qui se passe dans 11 mois également. Eh bien c'est votre rôle que de leur faire comprendre qu'ils ont intérêt à comprendre ce qui va se passer dans 11 mois s'ils veulent être vivants dans 11 mois. Et que c'est plus important de penser à dans 11 mois que seulement que dans 11 jours. Parce que ce qui va se passer dans 11 mois détermine très largement leur survie dans 11 jours. Si on se contente de regarder ce qui va se passer dans 11 jours, on est perdu. Mobilisation des gouvernements, de chacun d'entre nous, et avec quelle Europe? De chacun d'entre nous, des entreprises, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Il y a beaucoup de choses. Les innovations doivent être... Mais il faut pousser tous ceux qui innovent. Par exemple, il ne faut pas laisser le secteur de l'art, du spectacle. Il y a plein d'innovations possibles. Il ne faut pas dire simplement, attendons, ouvrons, de même pour les restaurants, il y a plein d'initiatives, plein de choses nouvelles qui vont être faites. Il ne faut pas attendre le retour du monde d'avant. Quelle Europe? L'Europe de même. L'Europe, il ne faut pas trop la discréditer, elle a fait pas mal. Ce qui a été fait en matière de soutien par la Banque centrale est important. Pour la première fois, l'Europe a lancé un programme social. C'est la première fois, et heureusement les Anglais ne sont plus là, donc ça a été possible. Là, c'est un programme d'aide au programme de chômage en Europe, c'est énorme, avec plus de 100 milliards, c'est gigantesque. Il y aura un programme d'économie de la vie à l'échelle européenne, ça j'en suis sûr. Ça va prendre un peu plus de temps qu'une semaine pour le mettre en place. L'Europe avance dans la bonne direction. Maintenant, il ne faut pas oublier que le problème de la santé, ce n'était pas dans la compétence du budget européen. Et que maintenant, il faut enfin passer à une politique industrielle de l'Europe, que j'appelle de mes voeux depuis longtemps, qui d'ailleurs se trouve mentionné dans le rapport de la Commission que vous avez bien voulu citer, dans lequel il faut prendre en main, à l'échelle de l'Europe, la création de ces secteurs de l'économie de la vie qui déterminent le XXIe siècle.
Jacques Attali, vous avez conseillé de nombreux hommes politiques. Qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui à... Je n'ai conseillé que François Mitterrand. Oui, d'autres hommes politiques aussi, mais pas de la même manière François Mitterrand. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui à Emmanuel Macron? Quels outils politiques doit-il utiliser pour la fin de son mandat, pour se remettre de cette crise du Covid-19? On entend parler évidemment de ce gouvernement d'union nationale, mais aussi d'un référendum possible, donner le choix aux Français de cette relance. Et quelle place aussi pour l'écologie dans cette relance? Emmanuel Macron doit-il en faire l'alpha et l'oméga de sa phase de reprise? Ma règle, la vie politique n'est qu'un aspect assez, disons, annexe de ma vie personnelle, puisque je suis d'abord le président de la Fondation dont vous parlez et en même temps un écrivain. Quand je donne des conseils à des hommes politiques, il s'agit de François Mitterrand avec qui je travaillais dans le bureau d'à côté pendant 10 ans, je ne disais jamais en public ce que je lui conseillais. Et quand il m'arrive depuis, en effet, d'avoir le privilège de pouvoir être entendu ou écouter d'autres présidents de la République ou hommes politiques, je ne dis jamais ce que je leur dis. Jamais. C'est à eux à soit le dire, soit surtout le faire s'ils l'estiment utile. Donc ne comptez pas sur moi pour vous dire ce que je peux dire au président de la République ou à d'autres autorités s'ils veulent bien m'écouter ou m'entendre. Mais ce que je vous ai dit n'est pas différent de ce que je peux leur dire jusqu'à présent. Ce que j'ai dit dans le tweet que vous avez cité et que j'ai répété ad libitum à l'infini à tous depuis 6 semaines, et c'est exactement ça qu'il faut faire. Si on n'a pas un grand projet de société, la politique n'a pas d'intérêt. Dans ce projet, dans les priorités que vous énumérez pour ce monde d'après, le président de la République avait également évoqué la nécessité de repenser la rémunération de tout un chacun. Les primes, c'est bien, mais augmenter les salaires pour ces professions, ce serait encore mieux. Oui, je pense en effet que la prime, c'est pas une bonne solution. Il faut augmenter les salaires. J'ai toujours dit que dire que les dépenses de santé augmentent est une mauvaise nouvelle. La hiérarchie des revenus doit être tout simplement revue également ? Absolument. J'ai toujours été pour, puisque vous avez encore cité ce rapport, la commission que je présidais n'avait pas demandé la suppression de l'ISF, je reste partisan de l'ISF, et la hiérarchie des revenus doit être changée. Il n'est pas normal qu'on donne une prime et non pas des augmentations de salaire à tous les métiers de la vie, les invisibles dont j'ai parlé, la santé, l'hygiène, l'énergie, l'eau, tous les grands métiers dont on voit aujourd'hui que nous ne pourrions pas vivre sans eux. Donc c'est vraiment une réforme de la hiérarchie des revenus. Vous savez, quand les États-Unis sont sortis de la guerre avec une dette majeure de plus de 150%, tout le monde s'est dit comment vont-ils rembourser? Ils ont remboursé. Ils ont remboursé avec une forte croissance. Et puis après, ils ont mis un impôt sur les très hauts revenus de 90% aux États-Unis. C'est pas en Union soviétique. Donc sans doute faudra-t-il un jour se poser la question de savoir si cette hiérarchie peut changer. Mais moi je pense qu'en effet, vous avez raison, il faudrait dès maintenant augmenter les revenus et pas les primes. Sur les salaires toujours, est-ce que le revenu universel aurait pu éviter le recours au chômage partiel pendant cette crise et pourrait être une solution de sortie de crise? Alors moi j'ai toujours été très réservé sur le revenu universel, parce que le revenu universel c'est une idée de riche ou de très riche, pour dire on va vous donner une petite miette et vous nous laissez faire fortune. Je ne suis pas enthousiaste de cela. Je pense que, d'ailleurs en France, on a une protection plus ou moins bonne avec ce qu'on a appelé RMI, RSA, etc. Ça existe. Il y a des tas de gens qui n'en ont pas et qui n'en bénéficient pas, en particulier dans le secteur informel, et je le vois, nous, par notre action dans les quartiers, où il y a des situations extrêmement tragiques, mais on peut essayer de corriger ça, en particulier par les nouvelles technologies qui permettent de distribuer des revenus par le biais de compte bancaire téléphonique, donc c'est tout à fait possible. On peut boucher les trous qui manquent, en particulier pour les 1 million de personnes extrêmement fragiles, mais le revenu universel, c'est un leurre et une illusion qui permet de maintenir, de risquer de maintenir ceux qui sont très pauvres en situation de ne pas réclamer davantage. Avant de vous libérer, Jacques Attali, j'aimerais, même si ça vous déplaît, revenir peut-être sur le temps court qui nous attend dans les prochaines 48 heures et ces annonces... Pardon ? Je vous comprends. Et ces annonces du Premier ministre. Le président qui appelle à cette politique d'union nationale, Loïc l'a souligné un instant, mais d'un autre côté, vous avez des députés les Républicains qui font des contre-propositions pour la sortie de crise, la France Insoumise qui a prévu d'en faire également. C'est pas plutôt le moment justement de tous s'unir? Ces propositions, elles ont un sens selon vous? Oui, ces propositions, certaines d'entre elles sont très intéressantes, venant des deux groupes dont vous venez de parler. Et puis il y a aussi beaucoup de propositions, moi je le vois aussi, qui viennent des associations. On néglige trop le monde associatif, qui joue un rôle majeur. Quand le PIB baisse, l'action des associations augmente.
C'est immense ce qui est fait par les associations. Notre pays ne survivrait pas sans le monde associatif. Alors plutôt qu'écouter seulement les dirigeants politiques qui ont fait ici et là beaucoup d'erreurs et d'illusions et qui continuent à ne pas voir la gravité de la crise, moi je préférais qu'on entende le monde associatif qui a des idées formidables et qui, à la différence des hommes politiques, les mettent en œuvre. Et on voit beaucoup d'actions, notamment dans les quartiers, c'est important de le souligner. Concernant le gouvernement, reste à savoir s'il va suivre ces fameuses recommandations du Conseil scientifique qui souhaitait, par exemple, que l'école ne reprenne pas avant le mois de septembre. Là, le politique a pris le pas sur le scientifique, hein, clairement. Il est normal que le politique décide en se servant des conclusions des experts. Moi, j'ai été conseiller d'un président de la République pendant 10 ans. Je comprenais parfaitement qu'il ne suive pas mon avis. C'est lui qui est élu, c'est lui qui rend compte devant le suffrage universel, c'est à lui à prendre des responsabilités. C'est normal. Le président qui doit se distancier de ce conseil pour que le politique reprenne la main. La science doit vraiment se soumettre au politique ou l'inverse? La science est un instrument au service du politique. Le politique ne doit pas contredire les vérités scientifiques si les vérités sont établies, mais c'est au politique à arbitrer entre les différentes dimensions. Si la science vous dit que 1 + 1 ça fait 2, le politique ne peut pas dire le contraire, sinon ça s'appelle la Corée du Nord. La décision d'affiner les détails du déconfinement avec les maires, les préfets également, ça c'est un signe important pour rendre cette séquence la plus efficace possible. Oui, absolument. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives. Ça, il faut vraiment distinguer les cas. Il y a les gens qui sont très fragiles, il y a les gens qui sont jeunes, il y a les gens qui sont malades. Tout ça, c'est des cas très différents. Il y a des régions qui sont dans des situations différentes. Et donc, la localisation, la territorialisation de ces actions est nécessaire. Et ça passe par une responsabilité individuelle. Et pour qu'il y ait responsabilité individuelle dans un cadre cohérent, où chacun se conduit de façon responsable, il faut qu'on partage un projet. Dans la Grande-Bretagne des années 40, de la guerre, tout le monde avait compris la gravité de la situation. Certains n'étaient pas d'accord avec Churchill, d'ailleurs ils l'ont battu aux élections juste au lendemain de la guerre, mais tout le monde s'est conduit de façon responsable pendant la guerre. Et ne pensez pas à critiquer Churchill, ni même à faire des sondages d'opinion sur sa popularité. Il s'agissait de gagner la guerre. Aujourd'hui, chacun à sa place doit essayer de gagner la guerre. On verra le reste après. Une dernière question de Loïc Signor. Oui, sur le même sujet, on a vu dans cette crise qui est un révélateur à plusieurs niveaux, un État qui a été certainement trop concentré avec des présidents de régions qui sont parfois plus efficaces justement que l'exécutif. Est-ce que l'État à l'avenir, dans ce monde d'après, doit être absolument moins jacobin, se déconcentrer, se décentraliser pour être plus efficace? Alors, il doit certainement être déréglementé. Le nombre de réglementations inutiles ou paralysantes, qui sont en fait la traduction de féodalité qui cherche à conserver le pouvoir, est énorme. Il y a un deuxième problème qui est très grave dans la société française, c'est qu'on a des bureaucraties parfois excellentes, parfois médiocres, qui bloquent, et qu'on n'a plus les grands ingénieurs qui peuvent donner les directions, les grandes directions d'orientation. Parce que les hauts fonctionnaires sont tous partis dans le privé et qu'on n'a plus ces grandes capacités visionnaires qu'il y avait auparavant. Et donc, il faut couper un très grand nombre de réglementations qui ont paralysé, on le racontera plus tard sans doute, mais un grand nombre de retards qu'on peut regretter ou dont on a parlé tout à l'heure sont liés à des bureaucraties de 3e niveau, je ne dis pas de 3e ordre, mais on pourrait le dire aussi, qui ont retardé des décisions qui auraient pu être et devraient être plus. En période d'économie de guerre, il faut se débarrasser de ça au plus vite, et pour ça, ça exige à la fois un État plus central, plus fort, beaucoup plus fort, mais en même temps plus léger. Vous êtes optimiste, Jacques Attali, vous pensez à beaucoup de choses pour ce monde d'après, ce qui doit se passer pour que nous vivions peut-être dans un monde meilleur. Est-ce que vous l'imaginez avec optimisme tout cela? Je ne suis pas optimiste ni pessimiste. J'ai toujours pensé qu'il fallait ni être ni optimiste ni positif, ni pessimiste. Il fallait être positif, c'est-à-dire essayer de gagner la bataille. Et si on est optimiste ou pessimiste, de toute façon, on est condamné à la perte parce que ça veut dire qu'on est spectateur. Moi, modestement, à la fois comme intellectuel et comme président d'une fondation, je ne suis pas un observateur. J'essaye d'agir. En vous parlant, j'agis. En dirigeant la fondation que je préside, j'agis. Chacun d'entre nous agit. Tous, nous pouvons agir. Et surtout, si on est spectateur, on est perdu. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Jacques Attali, c'est toujours passionnant de vous entendre. Je rappelle que vous êtes évidemment économiste, écrivain, président de Positive Planète. Merci d'être intervenu en direct sur CNews. Avant de conclure ce journal.